Le krach obligataire survenu il y a 2 semaines sur les marchés occidentaux s'est finalement étendu au Japon. En effet, l'envolée des rendements et une fuite des capitaux dans les marchés occidentaux a pu infecter le Japon malgré sa réputation de bastion de stabilité grâce à une politique monétaire ultra accommodante. Le fait est que ceci a enclenché une hausse des rendements des obligations japonaises, mettant sous pression la banque centrale du pays, déjà contrainte d'intervenir de plus en plus fréquemment pour contenir la volatilité des marchés. Ce phénomène est loin d'être restreint uniquement à l'économie et au système financier et monétaire nippon, faisant état d'une tendance plus globale. En effet, le marché mondial de la dette souveraine vacille sous l'effet des politiques monétaires restrictives et d'une offre obligataire toujours plus abondante. À titre d'exemple, le rendement des obligations japonaises à 40 ans a atteint un niveau record sous l'effet de la liquidation mondiale des dettes souveraines, des anticipations de hausse des taux de la Banque centrale du Japon, d'une inflation persistante, 4% en janvier 2025, et d'un yen encore trop faible. Avec une demande intérieure de plus en plus faible, là, le marché japonais amorce une sortie progressive de l'ère des taux ultra bas. Cette évolution alourdit le coût de l'emprunt alors que le pays doit faire face à une dette colossale. Ce mouvement pourrait se propager en Europe, où la montée des rendements japonais risque d'inciter le capital nippon à rester au pays, réduisant la demande pour les obligations européennes et exerçant une pression haussière sur leurs taux. Cela pèserait sur les actions et réduirait la liquidité dans un contexte où les dettes européennes atteignent des niveaux sans précédent. Aux États-Unis, la dynamique pourrait être encore plus forte. En effet, si un yield curve trade inverse s'enclenche à cause d'une tendance des investisseurs japonais à vendre leurs positions ou leurs avoirs pour rapatrier leurs fonds, les rendements américains entameraient une hausse, augmentant le coût du crédit et fragilisant les marchés actions. Alors, bien avant la crise asiatique de 1997, la crise économique est apparue au Japon en 1991 et elle y perdure en 2025. Les différences entre la crise japonaise et celle qui frappa la majeure partie du reste de l'Asie orientale en 1987 reposent en bonne partie sur le fait qu'avant la crise, le Japon appartenait au groupe sélect de quelques pays dotés d'une économie industrielle très avancée, d'abord fondée sur les hautes technologies. De plus, le Japon, l'un des centres financiers mondiaux, bénéficiait d'un flux d'entrée de capitaux de quelques 100 milliards de dollars américains par année. Le pays connaissait aussi des surplus annuels dans ses échanges commerciaux avec les seuls États-Unis d'environ 100 milliards de dollars américains, lesquels surplus d'ailleurs n'ont que légèrement diminué pendant la crise. Alors, l'euphorie des années 80, associée à l'impossibilité d'utiliser de façon productive la totalité des fonds entrant au Japon, a mené à une course effrénée aux titres boursiers. Les banques, les compagnies d'assurance, les entreprises industrielles et même les particuliers se sont lancés dans l'investissement de leur épargne à la bourse, dont les cours montaient infiniment plus rapidement que les taux d'intérêt qui étaient à l'époque établis par le ministère des Finances à des niveaux extrêmement bas, autour de 2%, afin de limiter le coût des prêts bancaires aux entreprises. Ainsi, y a-t-il des similitudes avec ce qui pourrait advenir aujourd'hui, évidemment, toute mesure gardée? Alors, pour parler de tous ces enjeux majeurs pour le futur proche de l'économie et de la paix dans le monde, parce que les deux choses sont liées, j'ai le plaisir de recevoir depuis Paris Philippe Murer, économiste, essayiste et homme politique français, cofondateur du mouvement politique citoyen. Philippe Murer, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour Kamal, merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous regardent. On va essayer d'être simple, on va essayer d'être clair sur des enjeux assez complexes. Ben, tout le plaisir est pour nous, cher ami. Alors, juste pour finir un peu le tableau, la crise des années 90 a été provoquée par la récession américaine qui a suivi. En tout cas, je parle sous votre contrôle, hein, Philippe Murer, et je vous demande votre avis sur la question.
donc qui a suivi la guerre du Golfe de 1991 et par une politique déflationniste instaurée dès 1989 par le gouvernement japonais, donc inquiet de la hausse des cours boursiers, de la hausse du déficit gouvernemental et de l'inflation. Alors, la combinaison de ces deux facteurs a mené à la fin de la croissance soutenue au début de la crise financière. Et celle-ci a eu son origine donc dans la baisse soudaine des cours boursiers à partir de 1989, provoquée par l'application d'une politique monétaire plus restrictive. Et cette baisse des cours a entraîné des ventes rapides de titres, ce qui a accéléré la baisse de la valeur, de leur valeur. Et dans ce contexte, dès 1996, les banques japonaises ont considérablement réduit leurs prêts aux entreprises œuvrant dans toute la région de l'Asie du Sud-Est. Alors qu'elles assuraient 40% des prêts actifs dans l'ensemble de l'Asie, cette proportion est tombée à 28% en 1999. De plus, en Asie du Sud-Est, les investissements directs japonais ont chuté de 71% en 1998. Alors enfin, alors qu'en 1989, près de 25% des échanges extérieurs des pays de cette même Asie du Sud-Est étaient réalisés avec le Japon, cette proportion avait baissé à 16% en 1997. Alors, une question, est-ce que une crise similaire, si elle se déclenche au Japon, vu que les banques japonaises ont énormément investi dans le système financier occidental en Europe et aux États-Unis, est-ce que la situation actuelle euh, ne dit pas que nous sommes embarqués en fait dans la même dynamique qui a provoqué la crise asiatique de 1997? Qu'en pensez-vous? Alors, il y a un parallèle, effectivement, c'est que comme l'économie japonaise croît très peu depuis 35 ans, pour des raisons différentes, mais une raison démographique notamment, et le fait que le Japon n'ait pas soigné assez tôt sa crise immobilière aiguë, qui a entraîné une déflation des bilans. Donc, et bien, les Japonais exportent énormément de capitaux dans le monde entier. C'est très clair. Ils ont des taux quasiment nuls. Donc, Mhm. les gens, que font les investisseurs, les financiers internationaux? Ils vont emprunter au Japon à des taux quasiment nuls. Ils vendent leurs yens, ils achètent avec cela du dollar et ils vont prêter en dollars au reste de la planète. Je Voilà. simplifie. Et donc, ils alimentent financièrement l'ensemble de la planète en positions financières qui sont en plus relativement spéculatives. Et tout ceci en prenant risque de change d'ailleurs sur le yen et le dollar. Euh, alors, est-ce que c'est la même chose? Non, il y a une différence énorme. La grande différence, c'est que la crise de 1997 en Asie, elle est faite parce que, justement, le Japon prête en dollars à des entreprises privées en Thaïlande, en Corée du Sud et surtout en Indonésie. Et finalement, ben, ces gens-là se retrouvent avec des recettes dans leur monnaie nationale avec des emprunts en dollars. Donc avec un risque de change absolument gigantesque. Et c'est ça qui a déclenché la crise financière asiatique. C'est que ces pays n'avaient plus de croissance, ils avaient énormément d'entreprises endettées en dollars, et quand la défiance s'est faite sur leur économie pour tout un tas de raisons, eh bien, donc en 97-98, les investisseurs ont paniqué, ont vendu les monnaies de ces pays en disant ces pays, ces économies deviennent instables et dangereuses, on se retire, on arrête de prêter en dollars, on vend les monnaies, et c'est en suivi un phénomène de boucle de rétroaction où les monnaies baissaient, les emprunts en dollars devenaient de plus en plus insupportables, ce qui faisait baisser les monnaies, ce qui faisait ensuite rendre les emprunts insupportables, jusqu'au moment où on a eu le crack asiatique total avec la monnaie, par exemple, de l'Indonésie, qui a été divisée par 4, faut-il le Mhm. rappeler, divisée Ouais, par ouais, ouais. 4. Mhm. Voilà. Donc on a eu un mécanisme avec des emprunts extrêmement risqués et en monnaie étrangère, en dollars, pour ces pays, qui a conduit à un complet cataclysme financier que les États finalement ont réparé. Aujourd'hui, on n'a pas tellement ce phénomène. Tout le monde a en mémoire ce phénomène d'emprunt en dollars qui est extrêmement dangereux. Donc, les gens, les entreprises des différents pays, les pays font très attention à ces emprunts en dollars. Donc, on n'est pas dans le même mécanisme tout à fait, Kamal, de la Non, crise. je suis d'accord, mais juste une chose, Philippe Murer. Supposons, donc, en dépit de ça, là, je vous l'accorde, en dépit de ça, mais si, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se déclenche
au sein du Japon parce que avec toutes les mesures qui ont été donc prises ces derniers jours à cause de la propagation de ce que les spécialistes disent c'est un crack obligataire. Alors la question de la similitude, et je pense qui nous intéresse ici, c'est est-ce que si les investisseurs japonais enclenchent une dynamique d'un yen carry trade inverse, cela ne pourrait pas justement engendrer une crise qui pourrait frapper l'Europe et les États-Unis et par là le monde entier. Oui, ça c'est tout à fait juste et je vous l'accorde. Après, est-ce qu'on va rentrer dans cette crise-là maintenant ou plus tard? Je ne Mhm. sais pas, il y aura une crise un jour. La deuxième chose importante, c'est est-ce qu'on est vraiment en crack obligataire complètement non maîtrisé par le Japon? J'en suis pas sûr. C'est vrai que les taux d'intérêt sont montés de 0 à 1,5% sur les taux d'intérêt à 10 ans au Japon dans une période relativement courte. Je pense vraiment mais je peux me tromper, que la Banque du Japon connaît très bien ce genre de risque et qu'elle va tout faire pour éviter un crack obligataire. Si ça commence à trop craquer, la Banque du Japon va acheter, va faire tourner sa planche à billets électronique, va acheter des obligations japonaises pour empêcher l'effondrement obligataire. Donc ça, c'est un point. Par contre, le point du carry trade est tout à fait intéressant. Je suis d'accord. C'est-à-dire le fait que les investisseurs internationaux empruntent énormément d'argent à taux quasiment nul, pas tout à fait nul maintenant au Japon, c'est 0,25%, alors que ça a été nul pendant très très longtemps, voire négatif. Absolument. Ils empruntent pas cher du tout et ils rebalancent ça sur toute la planète finance dans le monde entier, transformant les marchés financiers en casino. Oui, il y a un risque sur ce carry trade. Il y a un risque que tout s'inverse, c'est-à-dire que le prix des actifs baissant, eh bien, les gens retournent leur position, donc ils ne prêtent plus, ce qui fait baisser les actifs, et donc dans une boucle de rétroaction qui ressemble un peu à la crise asiatique de 1997, une crise de crédit, en fait, une crise des prêts, c'est tout à fait possible. Par contre, le moment de ce timing, je ne le maîtrise pas. Je pense qu'on en D'accord. approche, on en parlera peut-être plus tard, on en approche. Non, Est-ce ce qui que... nous intéresse, c'est juste, Philippe Huret, c'est juste la dynamique. Personne n'a Hmm. une boule de cristal pour dire c'est à tel moment, à tel moment. C'est comme un tremblement de terre. On peut détecter les signes avant-coureurs d'un tremblement de terre, mais personne ne peut dire que c'est à tel instant. Euh, une Très juste, chose, on a une épée de Damoclès sur la tête, en fait. On voilà. a une épée de Damoclès sur la tête avec la finance mondiale, avec l'économie mondiale, mais vous verrez, je pense que c'est beaucoup plus un risque d'effondrement des pays, des civilisations, de la démographie. C'est un risque beaucoup plus général qu'un risque financier. Je pense qu'on est passé du risque financier qu'on a connu pendant très très longtemps à un risque beaucoup plus grand, un risque d'effondrement des monnaies. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est la bonne raison pour laquelle l'or ne fait que monter, suivi par l'argent. L'or ne fait que monter parce que personne ne sait, en fait, quel actif intéressant à acheter. Personne n'a d'idée de quel actif intéressant à acheter à part l'or. Le seul, même les obligations souveraines, donc des États comme les États-Unis, l'Europe, eh ben en fait, les gens se disent, c'est pas quelque chose de fondamentalement solide. Et donc, on préfère acheter de l'or. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est ça qui est en jeu, quoi, en fait, je pense. D'accord. Alors, les préoccupations se tournent désormais, donc, en ce moment, en tout cas, principalement vers le système financier japonais et ses conséquences potentielles sur le reste du monde. Alors, l'un des principaux sujets de préoccupation, selon les analystes financiers, pour actuellement, est la situation d'une banque japonaise qui s'appelle Noren Chikin, qui pourrait être à l'origine d'une crise financière mondiale à cause de son exposition justement exorbitant au carry trade, donc une stratégie où les investisseurs, comme vous l'avez expliqué, empruntent un taux très très faible et puis euh, placent les fonds dans des actions ou prêtent à des taux élevés. Et puis la récente chute du yen sous la barre des 150 yens pour un dollar américain euh, fait que cette stratégie devient encore beaucoup plus risquée. Alors, Philippe Murer, la hausse des coûts de financement met-elle en péril les banques et les fonds qui ont massivement utilisé cette méthode? La deuxième question, si les investissements sont contraints de liquider leur position, cela pourrait-il déclencher justement une vague de vente massive, créant un effet domino sur les marchés financiers occidentaux? Oui, la hausse des taux de financement au Japon pourrait créer des problèmes. Elle reste raisonnable et je pense reste contrôlée pour l'instant. Après, le scénario catastrophe, c'est quoi? C'est si jamais le Japon partait dans
une inflation de plus en plus importante. Et on sait que les salaires japonais ont fini par augmenter de façon importante de 4 ou 5% ces dernières années. Mhm. Si tout cela crée une inflation extrêmement forte, à ce moment-là, la Banque du Japon ne pourrait plus maîtriser complètement ses taux de financement et pourrait déclencher une crise financière. Ou alors, les banquiers japonais sont intelligents et se disent, d'accord, c'est embêtant cette inflation. Mais finalement, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir de laisser partir un peu l'inflation de façon raisonnable, ce qui va permettre d'ailleurs d'abaisser le niveau des dettes de tout le monde au Japon, État japonais compris, ce qui permet de rembourser la dette sans aucune difficulté en euthanasiant les rentiers. Mais bon, vous savez, Kamal, tout ça, on peut jouer à ces jeux-là. Mais il peut y avoir aussi, à un moment donné, mais là, ce risque est beaucoup plus, n'est pas encore matérialisable aujourd'hui, il n'existe pas aujourd'hui, une forme de risque d'hyperinflation. Et là, plus personne ne contrôle rien dans le système. Ils pensent contrôler le système, ils ont la façon de contrôler le système, ils ont quand même une certaine intelligence. Parce qu'ils ont appris des crises précédentes, des grandes crises financières de 2000, de 2008 et même de la crise asiatique, mais à un moment donné, tout peut leur échapper et on peut partir en hyperinflation ou en déflation qui est exactement l'inverse. Et donc, les risques ne sont absolument pas maîtrisés. Tout dépendra de leur doigté, de leur intelligence et de la compréhension qu'ils ont de la situation. Alors là, vous avez, j'aimerais bien, parce qu'aller un peu dans la profondeur, vous évoquez quelque chose de très important. Parce que, et en fait, il y a eu dans les années 80 un changement de paradigme au Japon. Au Japon qui était une économie productive, de connaissances, qui produisait, qui développait des choses mais absolument énormes. Le changement de paradigme, le basculement de cette économie productive vers une économie spéculative et financiarisée qui a fait justement créer cette crise. Et l'Occident aussi, c'est la même chose. En fait, après les Trente Glorieuses, le basculement a conduit à une désindustrialisation, une destruction systématique de l'agriculture, du pouvoir d'achat. Et c'est la même chose, en fait. Le principe est le même. Mais, euh, Philippe Murer, hier, quand on avait discuté, vous avez soulevé quelque chose de de crucial. Vous avez dit que, en fait, au Japon, la dette, elle est détenue essentiellement par la Banque centrale du Japon. Et à un certain moment, donc, d'où le principe de la souveraineté d'un peuple sur sa monnaie et sur son économie, à un certain moment, la Banque du Japon peut souverainement décider d'annuler la dette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la conjonction de ces deux phénomènes, cet effet ciseau, et le fait que d'être souverain sur sa monnaie donne un avantage pour s'en sortir. En tout cas, une possibilité. Ça, c'est quelque chose de crucial et que tout le monde doit comprendre à l'aune du Japon, mais à l'aune de son pays aussi. Quand on vous fait peur sur la dette publique et qu'on va faire défaut sur la dette publique, dites-vous bien une chose, un État, si les gens au pouvoir sont intelligents, ne fait jamais défaut sur sa dette publique. À une exception près, le cas argentin. Si l'État argentin, comme l'État argentin était emprunté en dollars finalement, pour tout un tas de raisons, parce que les Argentins ne veulent pas prêter à leur propre pays. Donc ils envoient les fonds aux États-Unis et ils reprêtent des États-Unis vers leur pays en dollars. Vous comprenez? Tellement les Argentins n'ont pas confiance dans leur pays. C'est ce qu'on appelle des élites compradors, des élites Mhm. prédatrices. D'accord? Mais hormis le cas où on a des pays comme ça, très mal gérés, qui empruntent en monnaie étrangère. Il n'y a pas de risque de faillite d'un État sur sa dette publique. Pour quelle raison? Vous voyez, la Banque du Japon a une dette publique de 250% du PIB et ça fait 15 ans que ça dure. Et pourtant, ils sont absolument pas en risque de faillite. Pourquoi? L'État a deux façons de le faire. Premièrement, ils baissent leur taux d'intérêt à un niveau où finalement ils ont une grosse dette, mais les taux d'intérêt sont quasi nuls. Donc ça, c'est pas un souci. Et puis le deuxième point plus intéressant, c'est que la Banque du Japon, en fait, s'est mise à acheter de la dette publique avec de tels montants qu'elle détient la moitié de la dette publique du Japon. Donc la Banque du Japon, qui est une institution publique qui appartient au Japon, possède elle-même la dette publique du Japon, la moitié de la dette publique. Donc que peut faire la Banque du Japon? À tout instant, elle peut dire, cette dette publique du Japon, de l'État japonais, vous n'êtes pas obligé, État japonais, de me la rembourser, on la raye, on met un petit coup de stylo, on dit, vous ne nous devez plus cet argent. Et à partir de ce moment-là, première chose, bien, c'est pas un défaut de l'État japonais, donc il n'y a pas de souci. Et de la même manière, la Banque du Japon, vous allez me dire, oui, mais la Banque du Japon est ruinée.
Mais non, parce que la Banque du Japon, elle dispose de la machine à imprimer les billets japonais. Elle dispose de la machine à créer de l'argent. Donc fondamentalement, la Banque du Japon ne peut jamais être ruinée comme la banque d'un pays, même africain ou français, si il n'y a pas de problème de devise étrangère, n'est jamais ruinée. Vous savez, il suffit pour créer de l'argent pour la Banque du Japon, eh bien, il suffit qu'elle se crée de l'argent, qu'elle le garde au coffre et elle dit, voilà, je suis très riche, j'ai énormément de fonds propres, je suis extrêmement riche. Voilà le mécanisme de création de monnaie qu'on cache au peuple et qui fait que la dette publique, normalement, n'a pas de problème de remboursement et qu'il n'y a pas de risque de faillite de l'État tant En qu'il n'y a fait, pas d'emprunt. c'est ce qu'on a enlevé à l'économie française quand on a supprimé en 71, je crois, ou 60 en 73, la loi qui permettait justement à la Banque de France de faire des avances au Trésor sur la réalisation de projets. C'est-à-dire que quand la Banque de France était, elle, la créatrice de sa monnaie, de ce qui est nécessaire pour alimenter l'économie. Et c'est le fait de voir laisser tomber ça qui a maintenant on fait gonfler la dette de la France à des proportions astronomiques. C'est juste, la loi de 1973, elle limite complètement la possibilité que la Banque de France a de prêter à la France, à l'État français. Donc elle limite ce mécanisme, qui est un mécanisme effectivement qui permet d'éviter la faillite, quoi qu'il arrive, bien qu'il y ait des effets collatéraux. Hein. Il ne faut pas rêver. Quand on utilise ça, il faut le faire intelligemment, parce qu'il peut y avoir des effets inflationnistes et d'autres effets très embêtants. Et pourquoi la loi de 73? On le sait, parce que c'est un ami à moi, Pierre-Yves Rougeron, qui a écrit ce bouquin. Et je l'ai aidé, j'ai discuté avec les gens qui ont fait la loi de 1973, comme Jean Cerizet, qui était le secrétaire général de Giscard d'Estaing, qui était lui-même ministre des Finances de Pompidou. C'est pas Pompidou qui l'a fait. Pompidou était malade à ce moment-là, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Pompidou ne gérant plus vraiment les commandes de l'État, vous savez qu'il était atteint par une maladie dont il est mort un an après. Ne mettons pas la loi de 73 sur les épaules de Pompidou, qui malheureusement n'y pouvait rien. Hein, il avait beau avoir travaillé chez Rothschild, c'était pas pour autant un ennemi de la France, je pense, pas en tout cas comme Valéry Giscard d'Estaing. Donc ce qui est important, c'est vrai que et la loi 73 avait été faite en prévision de l'euro, parce que Jean Cerizet nous a dit quoi? Je vais vous le dire. Et on a les enregistrements de ça, donc on ne sera pas attaqué en diffamation. On a discuté avec lui, il nous a dit voilà, pourquoi est-ce qu'on a interdit à à la Banque de France de prêter à l'État français, ce qui est un avantage gigantesque. Il nous a dit la principale raison, c'est qu'il se faisait engueuler par les Américains, les Allemands et les Anglais en leur disant mais c'est quoi ce système financier? Vous pouvez pas faire des choses comme ça. Faites comme les Anglo-Saxons un système financier à l'anglo-saxonne. Ne soyez pas originaux et arrêtez avec votre avantage excessif. Vous comprenez? C'est Mm. ça la clé. C'est l'obéissance aux puissances extérieures qui a amené à faire cela. Et le deuxième point, c'était pour converger vers les économies et les finances du type allemand, anglais et du reste de l'Europe. Et donc, c'était de pouvoir converger vers la nouvelle monnaie unique, l'euro. Donc, c'est l'euro qui nous empêche effectivement de gérer notre dette aujourd'hui. Mais vous savez, sortir de l'euro, Kamal, vous le savez comme moi, c'est d'une simplicité biblique. Il suffit que l'État français prenne les lois, ferme les banques un vendredi soir, aligne tous les projets de loi et les promulgue pour dire la monnaie de la France, c'est plus l'euro, c'est maintenant le franc. Un euro égale un franc. Et donc, nous n'avons pas 3000 milliards d'euros de dette, nous avons 3000 milliards de francs de dette. Et ça sera exactement pareil pour les particuliers, pour les entreprises. Et en 3 jours, vous êtes sorti de l'euro pour retourner au franc. Et ça ne pose aucun problème, contrairement à ce que dit le système. Le Mhm. système fait peur de toute manière, on le sait, sur la dette publique, sur la monnaie, parce que le système veut que rien ne change et que nous obéissons comme des petits soldats à leurs injonctions et à leurs cadres qui sont pourtant foireux au niveau économique et financier. D'accord. Alors, Philippe Murer, dans ce contexte, j'aimerais bien rappeler donc très utile, je pense, de rappeler que la situation économique aux États-Unis, parce que c'est de là que les choses risquent de s'aggraver, vu justement l'état d'endettement de l'économie américaine. Alors, le montant de la dette fédérale américaine est de près de 36 600 de plus, actuellement, je l'ai vérifié ce matin, plus de 36 600 milliards de dollars. Et donc, aussi, au moment où l'on parle, la dette globale des États-Unis atteint la somme astronomique, c'est-à-dire quand on somme toutes les autres dettes, les États, les privés, les entreprises, et ainsi de suite, on arrive à environ 103 000 milliards de dollars, soit près de 400% du PIB américain qui s'établit, qui s'était établi justement à 29
1168 milliards de dollars en 2024, 97% du PIB mondial. Alors, le marché obligataire américain est également sous tension, c'est ça le danger, et avec un volume de dette de refinancement colossal, voire abyssal, en 2025. Alors, une question, Philippe Murer. Si les taux d'intérêt restent élevés, le coût du refinancement pourrait-il exploser, contraignant donc les investisseurs à vendre massivement leurs obligations? Et puis, contrairement aussi aux corrections précédentes, les banques du Trésor américain n'ont pas joué leur rôle de valeur refuge cette fois-ci. Et ma question, c'est ceci témoigne-t-il de la tension actuelle sur cette classe d'actifs? Et sachant que depuis Bâle 3, ce qu'on appelle les règles de Bâle 3, les États ont obligé les banques à avoir un taux, un pourcentage pas mal dans leurs fonds pour, en obligation d'État pour, soi-disant, avoir des fonds de garantie. Alors, la valeur refuge, vous avez raison, Kamal, ce n'est plus les obligations américaines ou les obligations européennes, etc., ou chinoises même, c'est l'or. C'est Mhm. l'or. Parce que, effectivement, tout le monde sent bien que le risque, c'est pas seulement l'effondrement du marché financier, c'est l'effondrement de la confiance dans les monnaies. Un risque d'hyperinflation à terme, qui reste nébuleux pour l'instant, Mhm. mais qui existe. Donc, les gens ne font plus, quand il y a eu un crack financier du Nasdaq, un crack léger, hein, mais quand même, on a eu des baisses de 4-5% par jour pendant plusieurs jours, avec un retour assez fort du Nasdaq de plus de 10%. Pareil pour le Dow Jones et le S&P 500. Bien, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a ce crack financier, on voit, effectivement, et vous avez raison, que la valeur refuge ne sont plus les obligations américaines. C'est plutôt l'or, à ce moment-là, qui prend le relais. Pourquoi? Parce que les gens savent que si l'économie américaine craque, Trump n'ira pas mettre en faillite la dette publique américaine en faisant monter les taux d'intérêt, même si c'est la Fed qui l'a, mais le système américain n'ira pas faire faillite à l'État américain. Il laissera partir l'inflation pour que, en fait, tous les acteurs soient sauvés. Les acteurs privés parce que leur dette sera rongée par l'inflation, les acteurs publics parce que la dette sera rongée par l'inflation. Voilà pourquoi, en fait, les valeurs refuges n'est plus les obligations souveraines. Les valeurs refuges, c'est l'or. Et en fait, à moins que la Fed s'engueule avec et refuse d'obéir à Trump, enfin, elle n'a pas obéi à Trump, mais refuse d'obéir à l'intérêt des Américains et des États-Unis et de tous les Américains, eh bien, la Fed ne montera pas trop ses taux, laissera plutôt l'inflation déraper parce que ça bouffe la dette plutôt que de mettre en faillite l'ensemble de l'économie américaine. Mais, Voilà ce que mais je pense. là, mais, Le risque est mais, de nature différente, quoi. mais là, Philippe Murer, justement, s'ils font ça, donc ils vont provoquer une dépréciation du dollar. Oui, oui, Et, tout à fait. et alors, tous les pays comme la Chine, le Japon, la Russie, enfin, tous les pays qui ont acheté les obligations américaines ou qui ont des réserves de change en dollars, et- il se passera quoi pour eux dans ce cas-là? Ils n'ont que Ah leurs bah, yeux pour pleurer, apparemment. Ah bah bien entendu, quand vous prêtez à un pays étranger et que celui-ci est dans une certaine difficulté, quoi, je veux dire, économique, dans une certaine impasse économique, vous avez que les yeux pour pleurer, quoi, très clairement. Mais c'est pour ça que la Chine, d'ailleurs, a vendu ses réserves en dollars depuis bien longtemps pour investir dans des actifs réels. Et la Russie a subi l'expérience assez désagréable de prêter en dollars, en fait, à l'État américain. Il lui dit, bah, tiens, on va vous saisir vos dollars. Vos actifs sont gelés. Vous voyez? Donc, bien entendu que c'est extrêmement dangereux. Le but de Trump, ça va être, il laisse une dépréciation du dollar se faire. Effectivement, le dollar s'est déprécié de 1,03 à 1,08 contre l'euro et contre l'ensemble des monnaies, mais il fera en sorte que la dépréciation soit gérée. Vous voyez, tous les gens essayent de gérer cette crise potentielle avec, en utilisant les différents instruments pour naviguer dans cette crise. Après, rien ne dit qu'ils vont pouvoir gérer jusqu'au bout et qu'il n'y a pas quelque chose qui va complètement leur échapper euh, avec une crise financière qui va commencer à se dérouler, hein. Rien n'est Ouais, certain. ouais, moi, Mais vous moi, vous moi, rappelez, j'ai... Kamal, Hmm. Allez-y, allez-y. je me permets de vous rappeler une petite chose de l'année, si je ne me trompe pas, c'est début 2023. Il y a eu 5 banques américaines qui étaient en quasi-faillite, en fait. Ouais, ouais. Et la veille de la faillite, voire 2 heures avant la faillite, elles ont été immédiatement sauvées par la Banque centrale américaine
souvent avec l'appui privé de JP Morgan, la banque, une énorme banque américaine, pour éviter ce risque de krach financier qui se déroule. Vous voyez, donc, ils sont en ce qu'on dit aux États-Unis damage control, contrôle des dommages. On sait qu'on a un risque gigantesque, donc dès qu'il y a quelque chose qui apparaît qui risque de mettre le feu à la dynamite, dès qu'il y a une étincelle qui apparaît qui pourrait faire sauter le système, on essaye de prendre des mesures avant pour éteindre tout de suite le feu sur l'allumette plutôt que d'avoir l'explosion de la dynamite. Alors, actuellement, et par rapport à ce que nous avons dit dans la première partie, en ce moment, le marché immobilier aux États-Unis montre des signes de détresse plus graves qu'en 2008. Euh, les défauts de paiement sur les prêts hypothécaires augmentent, dépassant même les niveaux observés lors de la crise mondiale de 2008-2009, et plusieurs facteurs aggravant la situation. Donc, à savoir des prix immobiliers records rendant l'achat inaccessible pour une majorité d'Américains, des taux hypothécaires et des niveaux inédits depuis 25 ans, donc augmentent le coût des emprunts, une explosion des coûts d'entretien et des impôts fonciers et des assurances en raison de l'inflation, ainsi qu'un effondrement du marché immobilier commercial marqué par des bureaux vides et des loyers en chute libre. Alors, par rapport à ce qui s'est passé durant la crise de 2008-2009, et ma question, si la crise s'intensifie, donc en particulier dans le secteur de l'immobilier, pourrait-elle provoquer la faillite de plusieurs banques exposées au secteur immobilier, comme ça a été le cas en 2008-2009, exacerbant ainsi la fragilité du système financier global? Oui, tout à fait. On a vu sur l'immobilier de bureau déjà une crise absolument gigantesque. Et c'est fou parce que on a l'impression, Kamal, que l'économie américaine résiste à tout. Il y a eu des chutes de 70% des prix euh, de certains biens immobiliers de bureau en Californie, à San Francisco, et Mhm, dans d'autres régions, dans d'autres zones. Et ça, malgré tout, on n'a pas vu de faillite encore. On a effectivement des problèmes sur l'immobilier aussi des particuliers, des ménages, là où logent les gens, du logement. mhm, Et les prix se sont complètement envolés. On est plus cher qu'en 2008. Les loyers sont extrêmement chers. En fait, les prix sont inabordables pour acheter un bien et les loyers deviennent de plus en plus inabordables. Donc il y a une crise absolument majeure. Pour autant, est-ce qu'on risque une crise immobilière? Je n'en sais rien. Oui, forcément, s'il y a une crise immobilière, il y aura des banques qui feront faillite. Mais je crois que l'enjeu est ailleurs aujourd'hui. Je ne sais mhm, pas comment ça va se dérouler parce que tout ça est trop chaotique, hein. Mais l'enjeu, la clé, Robert Kennedy l'a dit, je l'avais remarqué en suivant les blogs de Wall Street comme Zero Hedge. En fait, la clé, c'est que euh, les Américains, l'État américain a laissé faire les grands groupes financiers qui achètent l'immobilier, même des particuliers, des maisons, des immeubles en Floride, partout. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe qu'il y a une espèce d'oligopole de grands financiers comme BlackRock, quelques hedge funds, qui achètent des biens immobiliers partout et qui font monter les prix, qui les mhm, rendent inabordables pour les ménages américains et qui, derrière, en plus, détiennent une part de plus en plus importante du parc locatif américain et peuvent décider des loyers dans certaines régions. On mhm. en est là. Et ils vont continuer parce qu'il y a on a des rendements de 5 ou 6% sur l'immobilier, voire 7 ou 8%. Et donc, c'est une manne de rendement très intéressante pour ces financiers qui sont en train d'exproprier les Américains de leur propre propriété. En fait, le vrai risque à terme, c'est que les Américains deviennent des serfs de leur féodalité financière qui les fait se loger à des prix Mais absolument gigantesques. Pour moi, le risque, il est vraiment là. Et c'est terrible pour les Américains, ce qui est en train de se passer pour eux. Vous est-ce voyez, que il y a c'est des pas concepts de liberté qui se retournent contre eux. La liberté des financiers est en train de détruire la liberté de l'Américain moyen. est-ce que c'est pas une tentative justement de transformer leur argent dont ils voient qu'ils risquent de le perdre, soit par l'inflation, soit par la dépréciation, soit par les faillites, ils sont pas en train de le convertir en biens physiques et qui, demain, même s'ils perdent de l'argent, ils pourront bien les vendre parce que il faut bien se loger, ou bien acheter ou payer un loyer. Est-ce que C'est c'est pas ça? parfaitement juste, Kamal.
un bien immobilier, ça a toujours une valeur parce que ça permet toujours à quelqu'un de se loger. Et donc, c'est un bien qui a de la valeur. En plus, le bien immobilier, même si son prix n'est pas indexé sur l'inflation, par contre, le loyer que vous touchez est indexé sur l'inflation. Je veux dire, Mhm. s'il y a une inflation de 20% aux États-Unis, en 2 ans, les loyers suivront en partie l'inflation, évidemment. Donc, c'est une préservation par rapport à l'inflation que n'a pas un actif comme de la dette américaine ou de la dette d'entreprise privée. Donc, c'est aussi, vous avez très bien vu, c'est aussi cette logique de se préserver contre l'inflation. Mais là, si vous voulez, on en arrive. Est-ce que je peux faire une petite digression, mais qui me semble très... Bien sûr, allez-y, allez-y. En fait, avant que Trump arrive au pouvoir, et Trump a dit qu'il allait casser ça, on verra ce qu'il fera réellement, on avait une forme de féodalité qui revenait aux États-Unis et en Europe. C'est-à-dire des puissances financières gigantesques qui deviennent pratiquement plus fortes que les États et qui assujettissent les États à leur intérêt. Voilà. Et qui sont en train d'assujettir tout le peuple. C'est ce que j'ai expliqué sur ces financiers à qui on laisse acheter de l'immobilier de particulier et qui font monter les prix à leur avantage et peuvent ensuite faire monter les loyers parce qu'ils sont en forme d'oligopole et donc ils peuvent traire les particuliers. Eh bien, ça se passait en tout domaine. Ça se passait aussi avec les multinationales qui sont des oligopoles de plus en plus puissants, de plus en plus exclusifs et qui peuvent augmenter les prix. Et en réfléchissant bien, vous voyez, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'a plus de cycle économique depuis 2008, Kamal? C'est la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de récession qui arrive? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de crise financière? Et pourquoi on a l'impression d'une économie complètement en l'air, déconnectée, en fait, et qui ne suit plus les lois humaines de l'économie que nous connaissons depuis des centaines d'années, depuis 200 ans? Eh bien, je pense qu'il y a deux facteurs. Mais tout ça pourrait changer. Il y a deux facteurs principaux. En fait, les grandes multinationales, les grands financiers, en fait, ont réussi à se mettre à l'abri des cycles économiques. Ils traitent de telle manière, avec une telle puissance, avec une telle assurance, le peuple américain, que finalement, ils gagnent toujours. Il n'y a plus de crise parce que les crises étaient provoquées et les cycles étaient provoqués par une baisse de l'investissement parce que les grands acteurs perdaient et tous les industriels commençaient à moins investir. Eh bien, il n'y a plus ce phénomène-là. Alors, je le dis de façon un peu naïve, mais est-ce que finalement, ils ne gagnent pas toujours et donc ils n'ont pas besoin de faire s'effondrer l'investissement et l'économie et il n'y a plus de cycle? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est un point fictif. C'est-à-dire que eux-mêmes, pour éviter le cycle, ils manipulent les données de l'économie. Il y a beaucoup de gens extrêmement sérieux qui disent, vous voyez, l'inflation aux États-Unis, elle est Oui, certainement pas des quelques pourcents qu'on vous dit chaque année. Elle bien est sûr. 2, 3 fois plus élevée. Donc c'est pour ça que bah, les gens subissent une inflation beaucoup plus élevée. Mais par exemple, je te donne un exemple, en France, on te dit, les gens voient leur pouvoir d'achat augmenter tous les ans, d'après l'INSEE. Grosso modo, pratiquement tous les ans, on a le pouvoir d'achat qui augmente. Mais les gens disent, bah, moi j'ai de moins en moins d'argent dans la poche et je baisse mon niveau de vie. J'ai mon pouvoir d'achat qui baisse. Et c'est par la déformation des statistiques euh, qui est faite par le fait que l'inflation est mal comptée de façon volontaire. Donc en fait, quand il y a un début de retournement et qu'il y a une récession, que font le pouvoir américain? Eh bien, ils truquent un peu les statistiques. Donc les gens ne se sentent pas en récession. Il n'y a pas le cycle de destruction de la confiance et de panique boursière, de panique économique. Et donc finalement, ils ont réussi à aplanir les cycles et faire en sorte que les féodaux de l'économie américaine, l'oligarchie européenne, traient leur peuple de plus en plus fort sans qu'il y ait de cycle économique. Voilà, c'était une thèse, c'est une pensée que j'ai. Euh, Bien entendu, ils arriveront peut-être pas toujours à tenir les manettes et ils auront un accident, ils se feront un croche-patte dans leur propre Parce filouterie. que c'était, même si on fait comme ça, c'est-à-dire que on finit par être rattrapé par l'économie réelle, continuer à injecter de l'argent et nourrir les rentiers tout en pillant le peuple. À un certain moment, on arrive à un point de rupture où c'est plus tenable. Exactement. On est dans une économie de Potemkin, hein. Je crois que les Russes comprennent très Ouais. bien d'ailleurs ce phénomène. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, je donne un exemple de ce maquillage des choses. Quand Macron se déplace maintenant,
Il s'est déplacé dans une ville, je me rappelle plus laquelle, mais en fait, ils avaient nettoyé la ville du trafic de drogue, nettoyé la ville de la délinquance, nettoyé la ville des pauvres qui dorment dans la rue, nettoyer les façades et enlever les poubelles pour que tout soit propre. Ce qui n'est absolument pas le visage de la ville. Eh ben, c'est ce qu'ils font en général. Ils nettoient les choses pour faire croire que la façade est belle, mais par contre, derrière, c'est en train de s'écrouler. Donc, il y a un moment donné où le principe de la réalité les rattrapera, effectivement, et où potentiellement tout s'effondrera s'ils continuent à jouer à ce jeu-là. Maintenant, la question, c'est est-ce que Trump veut vraiment un avenir prospère pour le peuple américain et il devra affronter l'oligarchie qui est en train de traire le peuple américain. Ça, c'est une vraie question, mais je n'ai pas la réponse. D'accord. Alors, pour finir avec l'économie américaine, avant de poser une question géopolitique liée à la paix, à la guerre et tout, parce que dans l'histoire, euh, nous avons beaucoup d'exemples, comme la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, où l'économie est toujours la trame ou la lame de fond qui déclenche les conflits. Alors, une dernière chose, les marchés boursiers, notamment les actions technologiques, aux États-Unis, comme Apple, Microsoft et les autres, donc sont surévalués selon certains spécialistes aussi, et très sensibles aux fluctuations économiques. Donc, dans ce cas, donc un retrait même minime, même très petit de certains investisseurs majeurs, dont japonais, dont on parlait tout à l'heure, pourrait déclencher une spirale de vente et provoquer un crack boursier aussi. Donc, en plus de ce qui se passe dans l'immobilier, il y a aussi cet aspect-là. Alors, Philippe Murer, une chute des marchés actions, donc quelle que soit la raison qui pourrait la déclencher, entraînera-t-elle, pardon, inévitablement l'économie réelle, et c'est ça qui nous intéresse le plus dans une récession. Est-ce que si, ce que je veux dire, c'est que si s'il y a un crack du marché boursier, les financiers que vous êtes en train de décrire auront-ils les moyens d'éviter que la crise atteigne l'économie réelle ou l'impact sur l'économie réelle serait inéluctable? Et puis, Ah oui. est-ce que la contraction boursière se propagera-t-elle à l'économie réelle sous-jacente? C'est ce que j'aimerais savoir. Ah oui, inévitablement. Ils refusent ils essayent, ils font tout pour essayer d'éviter un krach boursier. Ils prient qu'il n'y ait pas de krach boursier parce que s'il y a un krach boursier, comme l'économie américaine est financiarisée au plus haut niveau avec des dettes partout, eh bien, il y aura un krach aussi de l'économie américaine et avec un risque de la dette publique américaine. Qu'est-ce que vont faire les Américains? Imaginons que ça se passe demain, Kamal. Le déficit public des États-Unis, de l'État américain, c'est 6 à 7% du PIB depuis 2 ans. Ah Eh oui. bien, là, il faudrait qu'ils aident et qu'ils relancent l'économie américaine par de la dette publique, par de la dépense publique. Parce que quand ça s'effondre chez les ménages et les entreprises privées, il n'y a plus que l'État pour relancer et éviter qu'on s'effondre sans cesse, comme en 1929, jusqu'au moment où les gens n'arrivent plus à manger et tout s'effondre. Mhm. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire que l'État américain devrait relancer. Mais on n'aura plus 7% de déficit sur PIB public. On passerait à 10 ou 15% de déficit sur PIB. Et là, ce n'est plus crédible pour personne dans le monde entier. Ce qui veut dire, c'est la crédibilité de l'économie américaine, c'est la crédibilité du dollar et la crédibilité du pays qui s'effondre. Donc, ça serait extrêmement dangereux pour eux. Mais oui, s'il y a un krach économique financier, il y aura aussi un krach économique sous-jacent et les deux vont s'amplifier. Il y a un mécanisme de feedback. Le krach financier provoque le krach économique. Le krach économique provoque le krach financier. On est dans une course en avant effrénée, une fuite extrêmement dangereuse, un cercle vicieux qu'ils veulent absolument éviter. Donc là, on arrive donc à la question de la politique de Trump et tout ce elle peut donc engendrer soit aux États-Unis, soit dans le reste du monde. Alors, la stratégie économique de l'administration Trump s'appuie principalement, selon leur propre déclaration, sur trois leviers stratégiques. Donc, il y a d'abord l'intervention sur le marché obligataire en ajustant l'émission de bons au trésor et en influençant les taux d'intérêt pour stabiliser le système financier. La deuxième chose, c'est imposer des tarifs douaniers pour freiner l'importation de biens et services étrangers, ainsi encourager la consommation de produits locaux. Enfin, affaiblir le dollar pour le but d'améliorer les conditions d'échange et de favoriser la production intérieure plutôt que l'accumulation de dollars à l'étranger qui stimule la consommation
et creuse le déficit commercial que vous venez d'évoquer. Alors, Philippe Murer, cette politique, est-ce que elle aura un impact ou amorcera-t-elle une transition qui se déroulera de manière contrôlée ou déclenchera-t-elle une instabilité profonde, plus profonde, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe que dans le reste du monde, vu que le dollar, de toute façon, il est toujours la monnaie d'échange la plus importante dans le monde. Et puis, dans ce cas, quelle serait la situation de l'Europe où les gouvernements font sauter les dernières contraintes budgétaires, donc au lieu de pour financer leur plan de réarmement avec des déclarations tonitruantes, nous allons faire face à la Russie, nous allons envoyer des soldats, nous allons déployer des troupes sur la ligne de contact, nous n'allons pas lâcher l'Ukraine, enfin, tout un discours belliciste euh, pour terroriser le peuple. On a l'impression que ce n'est pas la Russie qui les intéresse au fond en fin de compte, mais c'est créer un climat de terreur à l'intérieur de leur pays pour justifier peut-être des politiques d'austérité ou qu'est-ce qui se Alors, joue? Voilà. je vais commencer par le début et vous me relancerez, Kamal, parce que vous avez dit plein de choses intéressantes et très justes, et je vais répondre petit à petit. D'accord. Pour moi, la chose fondamentale qui s'est passée, et je ne suis pas quelqu'un de naïf, c'est le virage sur l'aile de Trump par rapport à la mondialisation et au fait que les États-Unis étaient l'impérium mondial. En fait, la déclaration de Marco Rubio de janvier 2025, le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères, a été quelque chose d'incroyable. Et mes amis géopoliticiens français, qui ne sont pas des atlantistes, hein, ont été assez stupéfaits. Au début, ils ont écouté en se demandant si c'était vrai ou pas, s'ils se pinçaient. Et à la fin, ils ont dit oui, effectivement, il y a quelque chose de majeur qui se passe. Marco Rubio a dit, nous ne sommes plus les gendarmes du monde. Nous n'avons plus les moyens d'être l'empire mondial qui domine une mondialisation à son avantage. Nous sommes une nation extrêmement puissante, nous voulons rester la nation la plus puissante, mais nous ne voulons plus être le gendarme du monde et l'empereur du monde. D'où toute la politique d'apaisement de Trump avec Mhm. Poutine. Pour autant, moi j'enjoins les Russes à faire très attention et à négocier dans les meilleures dimensions possibles. Mais bon, je veux dire, on a de très grands diplomates en Russie, mais surtout qu'on ait une paix en Ukraine qui soit une paix stable à long terme, dans l'intérêt des Américains, mais aussi dans l'intérêt des Russes pour que cette guerre ne revienne plus jamais. Je veux dire, et je pense que les Russes se sont tellement fait, les Américains ont tellement trahi les Russes que les Russes ne se font pas avoir deux fois. Mais ils ont bien compris que les Américains ont dit, nous faisons un virage sur l'aile, nous sommes une nation. Et en tant que nation, nous n'allons pas qu'être des financiers qui traient la planète entière, nous voulons réindustrialiser l'Amérique. Nous voulons Mhm. donc réindustrialiser l'Amérique, ce qui veut dire faire baisser un peu le dollar, mais surtout mettre des droits de douane. Et en fait, avec derrière une réindustrialisation, une relocalisation de l'industrie américaine qui sera aidée par le gouvernement américain de multiples manières. Donc ils ont compris, les Américains, qu'en perdant leur industrie, finalement, ils ont perdu la base de la puissance d'une nation. Hein. Je rappelle juste un point. La puissance de l'Amérique de 1945, c'est qu'elle pèse la moitié de l'industrie mondiale, ce qui est Absolument. très très loin d'être le cas aujourd'hui. Il ne pèse plus que 10%. Donc ils ont compris que la base d'une nation, c'était ça, qu'ils avaient fait une erreur en étant dans la facilité de la finance. C'est ce que dit Trump. Ils ont compris que cela appauvrissait le peuple américain, parce que l'industrie, c'est la clé de la prospérité d'un pays. Corrélation totale entre l'industrie et le PIB par habitant. Mhm. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, c'est un bouleversement géopolitique et même et de l'économie du monde et de l'organisation économique mondiale qui se passe. Alors Trump, il a les tarifs douaniers pour ramener l'industrie, mais ça ne se fait pas en claquement de doigts. Une usine de semi-conducteurs, elle va mettre 2 ans à ouvrir, donc il y a des délais de latence importants. Il y a des Ah oui. choses qui se passent, mais il y a des délais de latence. La baisse du dollar, ça permettra d'atténuer les problèmes aussi. Mais tout ça est un peu inflationniste. Et c'est là où on voit le problème de Trump, Kamal, avec ce que vous avez dit précédemment. À Mhm. partir du moment où c'est un peu inflationniste, tout cela,
Ben, ça veut dire qu'on aura une baisse des marchés financiers. On va pas pouvoir les marchés financiers qui vont partir au ciel avec cela. Donc, est-ce que il y aura un crack financier et un crack économique? C'est tout le problème. Moi, je vais vous dire ce que j'ai lu des gens les mieux informés de Wall Street et qui ont emporté mon adhésion et ma conviction. Ces gens-là suivent toutes les déclarations de Trump, des conseillers de Trump, etc. Et ce qu'on voit, et j'ai lu ces déclarations, ce qu'on voit, c'est que Trump et l'administration américaine acceptent qu'il y a quasiment une récession obligatoire aux États-Unis très rapidement. Ils D'accord. préfèrent qu'elle se soit très rapidement que dans 2 ans, lorsqu'il y aura les élections. Donc fondamentalement, ils sont en train de se dire, on va laisser la récession se dérouler, on va pas la vouloir, mais la récession va venir, elle va se dérouler, pour 2 raisons. À cause de ces tarifs douaniers qui ont un petit effet déstabilisateur au départ, même si à long terme, moyen terme, ça sera excellent, et aussi à cause des efforts de Musk. Parce que Musk, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe dans la dépense publique des États-Unis. Or, si vous coupez dans la dépense publique, ça veut dire qu'il y aura moins de salaires de fonctionnaires, moins d'argent dans les poches des fonctionnaires, moins d'argent dans les poches des entreprises qui vivent de la commande d'État, et donc moins d'argent dans l'économie et une récession. Donc tout ça, ils le savent. Donc il y aura une récession, ils vont la faire vite et ils relanceront après, c'est-à-dire avant, dans un an, avant les élections de mi-mandat. Nous sommes en démocratie et il y a un jeu électoraliste dans tout ça, évidemment. Ils doivent tenir compte des dates des Mhm. élections. Voilà le plan, le grand plan de Trump des États-Unis. Est-ce qu'ils iront au bout? Est-ce qu'ils auront le courage? Mais en tout cas, c'est la logique de ce qui se passe. Mais Effectivement, par rapport justement à l'impact de ça sur une probable perturbation des chaînes d'approvisionnement, quel impact sur l'économie mondiale, en particulier sur les partenaires des États-Unis? en Et fait, le puis plan, ces histoires-là de réarmement, la guerre, est-ce que c'est pas une tentation du diable, une nouvelle tentation du diable, de se dire on pourrait bien régler le problème de tous ces dettes-là avec la guerre? alors pas les Américains, justement Pas les Trump. Américains, ouais, je parle des Trump Européens. n'a pas fait de guerre. Rappelons-le à tout le monde, Oui, Trump n'a oui. pas fait de guerre. Il en a plutôt arrêté dans son premier mandat. Il a promis qu'il ne fera pas de guerre. Il n'aime pas les guerres. Je pense que Trump n'aime pas les guerres et Trump aime quand même le peuple américain. C'est quelqu'un qui aime le peuple américain. D'ailleurs, si vous voulez, il a failli se faire tuer pour le peuple américain, pour son élection. Il a failli être jeté en prison 10 fois parce que il disait qu'il voulait réindustrialiser, qu'il en avait marre de tous les pourris de l'État profond. Donc, je pense qu'on peut partir sur l'hypothèse qu'il aime l'État américain, à sa manière sans doute, mais il l'aime concrètement. Mais derrière, il y a un autre jeu qui est très important, Kamal. C'est-à-dire que le plan de Trump, que tout le monde prend pour un idiot alors qu'il n'est pas un idiot, c'est de déconnecter la Chine du maximum de pays. Et on l'a vu avec ce qu'il fait avec le Mexique. Le Mexique est complètement dépendant des États-Unis pour son économie. En tout cas, aujourd'hui, 80% des exportations du Mexique vont vers les États-Unis. Donc vous comprenez que si Trump met 20% de droits de douane vers le Mexique, il effondre l'économie mexicaine. Mhm. Or, dans tout ce jeu-là, quand vous allez chercher réellement ce qui se passe, il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit. Finalement, Trump n'a augmenté que de 25% les droits de douane, mais sur une seule chose, l'acier et l'aluminium vers le monde entier et vers le Mexique aussi. Mais l'acier, les bobines d'acier et d'aluminium, hein, ce n'est pas l'essentiel du commerce mondial, bien au contraire, évidemment. Mais en fait, il met une pression énorme par des coups de poker sur le Mexique, sur la présidente mexicaine, mais en fait, ils s'entendent pas si mal que ça. La présidente mexicaine, il y a eu une discussion. Et elle a expliqué que Trump lui demandait de changer sa façon de commercer du Mexique avec la Chine, de mettre des droits de douane vers la Chine. Parce que Trump dit, je veux bien commercer avec vous, par contre, si vous êtes le point d'entrée des produits chinois vers les États-Unis, ça va pas bien se passer. Donc déconnectez-vous de la Chine, mettez des droits de douane vers la Chine, et à ce moment-là, vous aurez des droits de douane beaucoup plus faibles. Vous voyez, et là, le plan de Trump apparaît en toute lumière. Il demande la même chose au Canada, et il en parle au Canada, au président canadien. Il en a parlé à Trudeau, il en a parlé aux autres, qu'ils ne le disent pas d'ailleurs à la presse. Parce que ça, vraiment, il y a un seul ou une ou deux coupures de presse qui parlent de ce que je vous dis. Il en a parlé au président Macron et aux Européens. Et les dirigeants européens ont refusé de le dire. Le plan de Trump, soyons clairs, hein, parce que bon, les Chinois le savent, les Russes le savent, hein, je veux dire, les gouvernements le savent, c'est de dire on vous met des droits de douane faibles avec les États-Unis, mais à ce moment-là, vous vous déconnectez de la Chine. Et on va se réindustrialiser ensemble. Notre ennemi commun, c'est la Chine, c'est ce que dit Trump. Et donc, on veut affaiblir l'économie chinoise et surtout la déconnecter du monde. Et là-dessus, bon, les gens qui sont
très pro-chinois vont peut-être être déçus, mais vous savez, si Trump, les États-Unis ont été le prédateur militaire du monde, j'ose affirmer, les Chinois vont pas adorer ma déclaration, les Chinois, sans le vouloir, sont les prédateurs industriels du monde. Ils font Mhm. couler le sang industriel partout. Ils ont, en fait, par une politique de taux de change extrêmement bas, maintenant ils sont à 1000 milliards d'excédents commerciaux. Qu'est-ce qu'ils font? Les Chinois veulent exporter partout, mais ils refusent la réciproque d'importer quelque chose. Et ils Mhm. mettent un taux de change de leur monnaie pour refuser d'importer quelque chose. Donc moi, je dis en tant que Français, ça suffit. Dire, nous vous aimons bien les Chinois, mais nous n'avons pas envie de plus avoir d'industrie, d'être ruinés, d'être faibles, parce que vous l'avez décidé. Donc ce que nous voulons, nous, c'est un équilibre des balances commerciales. Et donc moi, je serais plutôt du côté des États-Unis, tout en étant un ami de la Russie, hein, parce que je pense que la France doit devenir un ami de la Russie, mais nous ne devrons pas laisser couler notre industrie par les Chinois qui aspirent tout et qui deviendront le maître du monde quelque part. Je comprends que les Chinois le font parce qu'ils ont peur des États-Unis, c'est ce qu'ils disent, et ils veulent devenir la première puissance mondiale. Mais vous savez, derrière tout ça, il y a la volonté des Chinois. Il faut que les Européens et les Américains s'en rappellent. Les Américains et les Européens ont humilié la Chine au 19e siècle. C'est les guerres de l'opium, c'est les guerres Mhm. commerciales, on guerre de commerce, et on les a forcés à prendre de l'opium, ce qui Alors, était complètement scandaleux.